Avoir une vie épanouie, il est important souvent de savoir concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale et sociale. Maintenant, la grande question pour les dames, c'est comment y parvenir. Pas que les dames, puisque les hommes aussi sont dans cette situation. Comment y parvenir? Comment arriver à concilier sa vie professionnelle, familiale et sociale? En tout cas, c'est une grande question qui reste posée et nous allons répondre à cette question-là à travers la rubrique Invité du jour, puisque nous recevrons sur ce plateau deux coachs burkinabés qui seront là pour parler de cette thématique. D'ailleurs, il y a une formation qui sera donnée concernant le thème qui intéressera beaucoup, donc on en parlera tout à l'heure. Mais bien avant cela, vous aurez la revue de presse avec Alphonse Ouidrago qui va partager les informations avec nous. Youssef sera là également pour un œil sur la société. Donc voilà, avec Youssef, on abordera une thématique. Et puis, bien sûr, pour la rubrique à la découverte 2, nous nous intéressons au rond-point du 2 octobre qui est situé en face du lycée Marianne Ngouabi au centre-ville. Alors, madame, monsieur, puisque ça sera intéressant, on vous invite à rester avec nous tout simplement. Mais quoi de plus normal que débuter l'aventure en vous disant bonjour ou encore Anis Sogma. Merci de nous renouveler votre fidélité. Merci d'être avec nous chaque matin à partir de 7h30 pour Bonjour le Faso. Alors, la première rubrique, c'est à la découverte 2. Donc, on y va. Juste en face du lycée Marianne Ngouabi, on a ce rond-point du 2 octobre là. Et en haut, on a le livre ouvert où c'est écrit justement DOP, le discours d'orientation politique. Sachez qu'il y a un lien, bien sûr, entre ce rond-point et la révolution, surtout le discours d'orientation politique. Aujourd'hui, c'est mardi et nous débutons avec les témoignages de la semaine concernant ce site. Alors, on regarde, on écoute attentivement et on revient. Le 2 octobre 1983 est une grande date en Haute-Volta, c'est-à-dire l'ex-Haute-Volta qui est le Burkina Faso aujourd'hui. Et c'est le 2 octobre 1983 qu'a été écrit le guide, ce document qui oriente le CNR dans la réalisation de ces programmes. C'est le 2 octobre qu'a été publié le document, le DOP, discours d'orientation politique, qui est un guide qui fixe les objectifs de la lutte de la révolution. Dans le discours, on voit tout ce que nous nous sommes fixés comme objectif. Si je dis nous, je vais parler de la révolution en tant que telle. Dans la pratique, tous ceux-là, les révolutionnaires, se sont vraiment donné cette obligation d'accomplir cette mission. Et aujourd'hui, en 2020, si nous jetons un coup d'œil un peu dans le rétroviseur, nous voyons vraiment que grand chose a été fait. D'abord, moi, en tant que poète, si nous jetons un coup d'œil sur l'image, nous voyons un cercle dans lequel on a dessiné une arme, une houe, des épis, et il y a une roue qui tourne, qui symbolise le dynamisme en tant que tel. Et c'est déjà très important pour définir ce que c'est que cette orientation politique. C'est des activités à tous les niveaux. L'arme d'abord symbolise la défense, ça symbolise la sécurité du pays. Les épis de mil symbolisent l'agriculture, les activités, les travaux. S'ils avaient pu atteindre le bout du tunnel, aujourd'hui nous ne serions pas là où nous sommes.
on aurait un peu plus démarré. Nous ne disons pas que nous n'avons pas démarré, mais nous ne sommes pas allés loin. Sinon, ce que les révolutionnaires ont entrepris, que ce soit sur le plan sociologique, sur le plan psychologique, et sur le plan politique, sur le plan économique, ils ont fait grand-chose. Ils ont fait grand-chose parce que nous avons même aujourd'hui des marques. Nous avons aujourd'hui des symboles presque partout. On a des traces vivantes. Et aujourd'hui, tout ce que nous entreprenons, c'est sur le fondement de la révolution. Nous sommes aujourd'hui avec Alphonse Ouedraogo qui va partager l'actualité avec nous avant de retrouver Ketora du côté d'Abidjan, bien sûr. Alphonse, bonjour. Bonjour Madame Nikema, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Nous débutons par quel quotidien? Avec le journal Le Quotidien. Le journal Le Quotidien affiche ce matin report de la présidentielle au Sénégal, plusieurs manifestations et arrestations. Toujours sur le même sujet, le journal écrit des Sénégalais vivant au Burkina disent non. 4+1 du dimanche 21 janvier 2024 de la LONABE, Abdou Kietega empoche la cagnotte de 72 371 500 francs CFA. Subvention de l'État à la presse privée au Burkina, les nouvelles conditions d'éligibilité présentées aux professionnels des médias, écrit le journal Le Quotidien. Le journal La Cohésion, Bar Azaïn, offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025, la souveraineté alimentaire à tout prix, écrit le journal Sonature. Bientôt une opération de vente de parcelles à Ouaïbia, nous informe le journal. Décès de Dr Arsène Moïse-Sangye, l'hommage de la nation, c'est-à-dire à la page 3 du journal. Un report de la présidentielle au Sénégal, des heures dans plusieurs villes du pays. Le journal Le Quotidien d'État citoyen écrit ce matin, décès du docteur Arsène Moïse-Sangye, la nation rend hommage à l'ancien président de l'Assemblée des députés du peuple. Toujours dans ce journal, on peut lire une interview de Dr Ahmed Diallo, physicien, chercheur, déclare l'énergie nucléaire est la clé de la transition énergétique et de l'indépendance du Burkina. Lutte contre le paludisme, l'anti-paludique RTS, désormais dans la vaccination de routine, écrit le journal. Fonds d'appui à la presse privée, de nouvelles règles pour les subventions, c'est-à-dire toujours dans le quotidien citoyen. L'observateur Palga, lui, écrit décès Arsène Moïse-Sangye, hommage national à un réformateur, c'est-à-dire à la page 2 du journal. Crise sécuritaire, les imams de l'AEMB, Serfi, cogitent sur leur rôle. Coup du Hajj 2024, le 5e pilier de l'islam, vaut 3,2 briques, écrit le journal. Projet, report présidentiel du 25 février au Sénégal. Quelle sale mouche a bien pu piquer? Macky Sall s'interroge le journal à la page 5. Des Sénégalais vivant au Burkina s'expriment toujours sur le même sujet. L'imama dans un contexte d'insécurité, l'islam ne nous a jamais enseigné le manque de respect à nos semblables. C'est donc une déclaration de l'imam Thiogo Tiemtouré et c'est à lire à la page 9 du journal L'Observateur Palga. Poursuivons avec le journal Le Pays. Le Pays, ce matin, dans sa rubrique Mardi Politique, une interview du docteur Moumouni Zungrana, ancien chercheur, à propos du retrait de l'AES, de l'organisation ouest-africaine. Il déclare la CEDEAO n'a jamais pu incarner les valeurs défendues par les peuples. Abdou Latif Coulibaly, ministre démissionnaire au Sénégal, à propos du report de la présidentielle, déclare « Il y a des moments de l'histoire où on ne doit pas se taire ». Toujours dans ce journal Le Pays, on peut lire qu'en 2023, l'arbitrage est d'un niveau excellent. C'est donc une conviction de la Sina Savadogo, entraîneur de football. Comment la débâcle des Italiens a été programmée, c'est donc une analyse à lire dans le journal Le Pays.
Cannes, toujours, Cannes 2023, Rowan Williams explique pourquoi il est si fort au penalty. Donc, c'est allié à la page 17. L'ONABE, un employé de commerce, empoche plus de 72 millions de francs CFA. Arge 2024, le prix fixé à 3 276 500 francs CFA, c'est allié à la page 9 du journal Le Pays. Terminons avec le journal Aujourd'hui au Faso qui écrit « Décès de Boinsa Arsène, l'ALT, la nation, reconnaissante à un visionnaire et un serviteur dévoué ». C'est allié à la page 2 du journal. Examen du projet du texte sur le report de la présidentielle au Sénégal, quitus ou pas des députés, le phare de la démocratie sénégalaise blafarde, écrit le journal. Fonds d'appui à la presse privée, du nouveau dans les conditions d'octroi de subventions et de crédit, c'est allié à la page 8 du journal. Aujourd'hui au Faso poursuit, religion, le Hajj 2024 va coûter 3 276 500 francs CFA, écrit le journal. Civilité républicaine, le nouveau DG de la douane chez son homologue de la police nationale, nous informe le journal. Merci bien Alphonse. Merci. Et on revient essentiellement sur l'actualité au Sénégal, dû au report des élections, de l'élection présidentielle qui continue de faire part. Ça a été donc un moment où on pourrait dire que les Sénégalais venaient vraiment de renouer avec ce qui s'est passé en 2021, les manifestations ayant donc conduit à l'arrestation de certaines personnes. Et pour hier, il faut retenir essentiellement que tout est parti donc du discours du chef de l'État, Macky Sall, le 3 février, une adresse à la nation au cours de laquelle il a indiqué que les informations qu'il avait montrent qu'au moment du dépôt des candidatures et après le dépôt des candidatures pour la présidentielle, des dossiers ont été donc invalidés, des candidatures ont été invalidées, mais tout cela est dû au fait qu'il y a eu la quoi autour même du dépouillement de l'examen des dossiers. Donc, il était à ce niveau que Karim Wade, tout comme Sonko, les dossiers ont donc été écartés. Donc, que les élections se tenaient le 25 février, les deux n'étaient plus en lice, voilà, pour cette compétition-là. Donc, Karim Wade, qui est soutenu par le parti appelé PDS, Karim Wade, il faut rappeler que c'est le fils de l'ancien président Wade. Donc, sa candidature ayant donc été rejetée, il a donné à ce qu'il y ait eu une enquête parlementaire parce qu'il a conscience que 2 juges au moins du Conseil constitutionnel ont donc été corrompus, donc ce qui sa candidature soit invalidée. Et ce travail ayant donc été fait au niveau du Parlement, à la demande donc du groupe parlementaire PDS, et ayant eu donc le soutien aussi de la majorité présidentielle, cette demande a été acceptée et le travail a été fait. Et maintenant, c'est en se basant effectivement sur ces cas-là qui a abouti à ce que des candidatures soient écartées, que le président Macky Sall a donc affirmé qu'il entendait vraiment organiser une élection inclusive. Donc pas question d'écarter telle ou telle personne. Et de ce fait-là, il lui fallait quand même un temps suffisant pour harmoniser les choses, pour permettre vraiment à tous ceux-là qui veulent être candidats de pouvoir donc s'exprimer. Donc je pense qu'à travers sa déclaration, c'est en s'appuyant sur ces éléments-là qu'il a indiqué qu'il fallait donc qu'on reporte les élections et le projet de loi sera donc sur la table des députés. Oui. Effectivement, hier ça a été le cas. Dans un premier temps, c'était vraiment la tambouille, comme je dis, c'était des bagarres entre les députés. Après l'intervention des forces de l'ordre, tout est rentré dans l'ordre au cours de la journée, effectivement. Et le projet de loi a donc été voté tard dans la soirée. C'est ce qu'il faut retenir en résumé, ce qui s'est passé hier soir, hier au Sénégal, même si dans certains endroits, il y a eu de heurts. Il faut retenir que pour le moment, c'est ce qu'il faut prendre comme note.
Qu'est-ce qu'il faut craindre avec cette situation? C'est la question qu'on se pose, Alphonse, parce que très souvent, quand il y a manifestation, quand ça se continue... Oui, il faut craindre que... c'est vrai que le projet de loi a pu donc passer après donc son adoption, mais la suite c'est quoi? Est-ce que ça ne va pas encore créer des émeutes pour les jours, les mois à venir? Dans cette modification, il a été indiqué que les élections se tiennent après ce report, voilà, que les élections se tiennent par exemple au moins 6 mois, ou tout au plus 1 an forcément. Quand on sait que 6 mois, ça va donc concerner la période d'hivernage. Beaucoup même avaient demandé à ce que l'élection ne se tienne pas dans cette période-là. Donc forcément, ça va être après la saison d'hivernage. Oui. Et ça veut dire que si tel est le cas, ça va aller jusqu'à 1 an. Dans cette modification aussi, il a été indiqué que le chef de l'État reste président jusqu'à ce que son successeur s'installe. Donc il gagne. Voilà, il gagne. Donc dans cette modification, on n'a pas précisé une date pour dire voilà, l'élection va se tenir à telle date. Il appartient maintenant, après la modification, au chef de l'État, Macky Sall, de convoquer au moment indiqué le corps électoral, comme il l'avait fait. Ce qui fait que la date du 25 février était donc retenue pour la tenue de ces élections-là. Mais comme il y a eu ce décalage, forcément, il va falloir donc prendre un autre décret pour convoquer le corps électoral. En attendant, la situation est comme telle, hein. L'opposition conteste, le pouvoir essaie aussi de tenir, de convaincre. Il faut noter aussi que l'Internet est coupé, l'Internet mobile est coupé, voilà, au niveau de la ville de Dakar. Tout cela pour empêcher que des informations qui ne sont pas vraies soient véhiculées. Je pense que ce qui s'est passé au Sénégal, pour plus d'un observateur, Macky Sall veut jouer avec le temps. Comme il n'a pas eu son lenga, il essaie de tenir, de prendre du temps avec tous ces mécanismes-là qu'il est en train de développer pour rester autant que possible. D'autres aussi disent que son candidat, le candidat du pouvoir, Mamadou Ba, le Premier ministre actuellement, ne pèse pas trop. Donc ça fait que si il partait effectivement à ces élections-là, forcément, le candidat du pouvoir n'allait pas se hisser au-delà des autres. Il allait perdre. Ce qui fait que Macky Sall essaie de jouer avec le temps. Le temps peut-être de retrouver un autre candidat, un poids lourd, un candidat qui pèse plus que Mamadou Ba présentement. D'autres aussi disent qu'il utilise l'esprit d'élection inclusive pour vraiment travailler, gagner en temps, pour travailler à ce que son candidat puisse passer, que ce soit Mamadou Ba ou quelqu'un d'autre. Donc, ce qui est communiqué comme histoire de permettre à ce que tout le monde soit candidat à élection inclusive, ça ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Sinon en réalité, Macky Sall veut jouer avec le temps, il veut préparer bien son candidat, histoire donc de pouvoir gagner. Bon, wait and see. L'Afrique et le pouvoir, ouais. Vraiment. Merci bien Alphonse. Merci. Et tu restes avec nous, on va aller à Abidjan. Ce n'est plus Boaké puisque l'équipe de Savane Média a quitté Boaké pour Abidjan. Et on retrouve Ketoura, si tout est bon, pour la revue de presse spéciale, bien sûr, journaux de Côte d'Ivoire. Ketoura. Bonjour Abzeta, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver une fois de plus pour la lecture des unes des journaux ivoiriens. Alors à la une du quotidien Le Jour Plus, on peut lire PPACI, voici où se trouve Laurent Gbagbo. Sénégal, report de la présidentielle, colère et consternation à Dakar. À quoi joue Macky Sall? Célébration de la victoire des éléphants, 3 morts à Ndoussi et 5 à Abata. Zélézékou à Ouragio, un instituteur retrouvé mort dans un puits hier. Journal La Voix originale. Escroquerie foncière au ministère de la Construction, plusieurs cadres placés sous contrôle judiciaire. Arrestation arbitraire, surpopulation carcérale, atteinte aux droits de l'homme, la société civile dénonce un état de non-droit.
Deuxième édition de la fête de la Renaissance à Agboville, les festivités reportées pour les 5 et 6 avril 2024. Sénégal, Macky Sall reporte la présidentielle. L'opposition dénonce un coup d'État constitutionnel. L'actualité sénégalaise a retrouvé également à la une du journal Notre Voix. Pour espérer se maintenir au pouvoir au Sénégal, Macky Sall tente un coup d'État. Fédération tchadienne de football, les dirigeants à l'école ivoirienne. Passation de charge à la vice-présidence du FPI du district de Yamoussoukro, Sangaré exhorte les promus à faire avancer le parti. À lire également le journal de la CAN aux pages 4 et 5. Nous retrouvons le quotidien RHDP qui affiche à sa une CAN Côte d'Ivoire 2023, Tizier Jacques Faye connaît mieux les joueurs que Jean-Louis Gasset. Football, Gourou Martial n'a jamais dit la vérité. CAN toujours, CAN 2023, premier adjoint au maire de Bingerville. Éléphant, les Ivoiriens et ados vous aiment. Mouillez le maillot demain. Le journal Le Nouveau Réveil, quant à lui, titre à sa une, face aux dérives du régime RHDP, coalition PDCI-RDA, PPACI, la meilleure alternative politique en Côte d'Ivoire. Le discours du maire Zion à Abidjan dimanche devant ses parents. Les grands dossiers qui attendent l'opposition après la CAN. Puis au Sénégal, le Parlement autorise la prolongation du mandat de Macky Sall. CAN 2023, CAN de l'hospitalité, une compétition de surprises et de rebondissements. Les duels inédits entre favoris, challengers et outsiders. Reconversion de l'ex-premier ministre ivoirien Patrick Hachi de la primature à l'université Harvard. Entre Big Togo et Big Congo, les déguerpissements de la discorde. Nous terminons avec le quotidien Fraternité Matin qui affiche à sa une gouvernance, déclaration du patrimoine, les sanctions à partir du 14 février. Les personnalités concernées à lire à la page 4. Et puis Benoît Brown, promoteur de l'île Boulaye, Oufoué a menacé un ministre à cause de moi en interview. CAN 2023, éléphant, les confidences des joueurs, Faye démêle une complicité gagnante. Notation financière, le niveau de crédibilité de la Côte d'Ivoire maintenu. Et puis en santé, temps poussiéreux, pas d'épidémie à craindre. Et c'est avec ce titre que je te redonne l'antenne Abzeta. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir. Merci bien Ketoura, on vous souhaite encore bonne mission du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire, puisque je rappelle qu'une grande équipe, une forte équipe du moins de Savane Média se trouve actuellement en Côte d'Ivoire. L'équipe était à Boaké, s'est déplacée à Abidjan maintenant pour la suite. Merci. Vous avez la possibilité aussi de faire la publicité de vos entreprises en contactant notre équipe sur place. Pour la suite, nous allons maintenant découvrir les couleurs du temps. Alors, Ketoura parlait tantôt de poussière. À Ouagadougou aussi, c'est la poussière, notamment depuis hier. Poussière et fraîcheur, ce n'est pas du tout facile. Hein. Protégeons-nous, c'est important. Mais allons voir ce qui se passe ailleurs. Nous recevons pour vous aujourd'hui Makandia Diawara. Sinon, Mama Kandia Diawara, elle est organisatrice donc, de la formation sur le thème dénommé « Comment concilier vie de famille, vie professionnelle et vie sociale ». En tout cas, elle est chef de projet donc, sur cette formation. Sinon, c'est le Lyon Club donc, qui organise la formation. Bonjour Kandia. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau.
Merci. Merci à vous d'être là. Également sur ce plateau, celle-là qui va s'entretenir avec vous si vous décidez de participer à cette formation. Il s'agit de coach Zénie Saoudat Da, née Napon. Elle est coach, formatrice et conférencière. Bonjour coach. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci en tout cas à toutes les deux d'être là sur ce plateau. Je donne déjà la parole à Mama Kandia Diawara. Vous êtes du Lion Club. On sait que le Lion Club est organisé de telle sorte qu'on parle de district et autres. Bon, alors, présentez-nous pour commencer le Lion Club. Alors, merci beaucoup pour la parole donnée. Et comme elle a si bien dit, je suis Makandia Diawara. Je suis la première vice-présidente de la commission participation de la femme. Okay. Donc, c'est une commission très importante pour le Lions Club, en particulier le district 403A3, qui est le district du Burkina. Okay. Alors, le Lions Club est une association de bénévolat pour servir sa communauté. Donc, l'une des visions principales du Lions Club, qui est le don de soi, de venir en aide à des personnes en difficulté, d'être utile et d'impacter positivement sa communauté. Et c'est tout cela qui nous amène à travailler sur beaucoup d'axes, dont la vue, le diabète, le cancer infantile, l'environnement. Et dans tout cela, il y a le bien-être social des habitants de la communauté. Donc, on est parti du constat que aujourd'hui, au niveau du Burkina en particulier, que je connais, où je vis, que les gens sont sous pression pour diverses raisons. Sous pression pour le boulot, sous pression familiale, sous pression sociale. Et c'est fort de ce constat, comme on le dit, lorsqu'il y a un besoin, il y a toujours un lion. Donc c'est le besoin de venir en aide à cette communauté, d'avoir un état d'esprit un peu plus posé pour pouvoir faire face aux différents challenges dont nous devons faire face quotidiennement. Voilà pourquoi, avec le concours de Coach Zénie, nous avons mis en place le projet de formation qui s'agit de comment concilier la vie familiale, professionnelle et sociale. Okay. C'est un thème très très important qui nous interpelle tous. Et au niveau du Lions Club, on a approché la coach qui va être celle qui va s'entretenir avec les participants. Et elle sera accompagnée par une seconde coach, qui est coach Madjara Touré, qui n'est pas avec nous ce matin. On fait un coucou de passage. Coucou Madjara. Et voilà ce que je peux dire en introduction par rapport au projet de formation. Est-ce que c'est pour ce genre de formation, c'est une première organisation de votre part, ou bien vous avez eu à faire des formations comme ça au profit des populations? Au niveau du Lions Club, il faut noter que nos actions, ce n'est pas seulement accompagner les gens en vivres, en besoins financiers, en bâtiments, c'est-à-dire scolaires et des espaces sanitaires. Il y a également le don en termes de formation. En termes de formation, ce n'est pas la première fois que l'on offre des formations à la population. Mais un thème pareil, qui est aussi parlant, c'est la première session que le Lions Club a décidé de lancer pour permettre vraiment à la population qui, on n'est pas seulement en difficulté de manque de quoi manger, de quoi se loger, de quoi se vêtir ou de structures pour l'éducation. Il faut également le bien-être psychique, mental. Il faut que les gens soient à l'aise avec eux-mêmes pour pouvoir aider l'autre ou même pour pouvoir s'aider soi-même et être un bon membre dans sa communauté. C'est fort de ce constat qu'on a décidé de faire une formation sur ce thème qui est un peu oublié de la population. On aime dire que c'est des histoires de blanc entre griffes pour ne pas faire une stigmatisation. Mais en réalité, aujourd'hui au Burkina, c'est un sujet qu'il faut qu'on parle. Bien sûr. C'est important. Alors, Mama Kandia, on voit que sur votre veste, il y a tellement de... Je ne sais pas comment on appelle ça, des galons. En tout cas, est-ce que ça a une signification particulière? Bon, pour ceux qui nous suivent, qui savent, peut-être vont se le connaître. Sinon, si vous devrez nous expliquer. Alors, ce sont des pins. On appelle ça des pins. Et c'est un type décoratif du vêtement, mais ça a un sens. Ça montre que j'appartiens à notre grande association, le Lions Club International. D'accord. Et
les différents pins ont un sens. Okay. Là, on a le pins de notre district, c'est-à-dire le district 403 A3, qui est le district du Burkina. Okay. C'est-à-dire, pour résumer un peu rapidement, le Lions Club International regroupe plusieurs pays dans le monde, dont le Burkina Faso. Et depuis 2018, le Burkina Faso est un district. Et le district du Burkina Faso s'appelle le district 403 A3. Okay. Et ça, c'est le pins qui répond au district que je porte fièrement. Ok, super. Et on a ça, il y a des pins pour notifier ça. Là, aujourd'hui, je portais le pins du diabète. D'accord. Et il y a d'autres pins. Ok, on comprend mieux. Merci. Je donne maintenant la parole à coach Zénie Saoudat Da, donc épouse Da, donc née Napon. Alors, coach Zénie, déjà quand on parle de coaching, on sait que l'univers aujourd'hui, que ce n'est pas qu'au Burkina, partout on parle de coach. Maintenant, c'est quoi la particularité de coach Zénie? Et qu'est-ce qui a amené coach Zénie dans le coaching en fait? D'accord. Déjà, merci pour la parole. La particularité de mon coaching est que c'est vraiment très personnel. C'est quelque chose que j'ai décidé de faire par passion. Et je suis allée du point de vue que, étant enfant, j'ai manqué de beaucoup de choses. Pas forcément parce que les parents ne nous aimaient pas, mais parce qu'il y avait des skills, des outils que ses parents n'avaient pas pour pouvoir permettre la grandeur, pouvoir permettre l'expansion, pouvoir permettre la formation de la personnalité. Donc, lorsque j'ai grandi et que j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que je manquais vraiment de quelque chose, d'une certaine méconnaissance de qui j'étais vraiment. Et c'est en allant vers cette recherche-là que je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule en fait à vivre cette situation, que beaucoup de femmes, beaucoup de personnes portaient des masques et que cela était dû à des blessures intérieures qu'on avait reçues lors de notre enfance, lors de notre évolution. Donc j'ai décidé de vraiment me focaliser sur le coaching parental et familial, qui est le fondement même de l'être humain, qui est le fondement même de qui on devient une fois adulte. Il ne faut pas attendre d'être adulte avant de commencer à travailler sur ses lacunes, mais d'aller déjà à la base. Donc, ma spécificité, c'est d'accompagner les parents, les enfants, les familles avec bienveillance afin qu'ils puissent impacter positivement leur vie et la vie des personnes autour d'eux. Et si vous devriez définir le coaching, qu'est-ce que vous devriez dire? C'est important de définir le coaching parce qu'aujourd'hui, les gens confondent le coaching, le conseil et la psychologie. Le fait de sortir sur Internet, de donner des conseils. Non, le coaching, c'est vraiment d'amener quelqu'un d'un point A à un point B. Et le coaching, c'est un peu comme un médecin, mais un médecin qui te permet de trouver les outils à l'intérieur de toi-même. Pas les outils, mais les solutions à l'intérieur de toi-même, à l'aide d'outils qui vont être appliqués. Ce n'est pas venir dire à quelqu'un, fais ci, fais ça, mais le coach vient te montrer que tu as des potentialités en toi et que tu peux les exploiter pour pouvoir atteindre ton objectif. Donc on retrouve les coachs, il y en a au niveau du sport, il y en a au niveau de la nutrition, il y en a au niveau du bien-être familial, il y en a au niveau des entreprises, il y a des coachs partout. Maintenant, c'est de faire la différence entre qui est coach et qui ne l'est pas vraiment. Voilà, en fonction des outils utilisés par la personne, en fonction de sa manière de donner ces outils-là, en fonction de sa certification et tout, vous pourrez savoir si cette personne-là est un coach ou pas. Le coach n'est pas un magicien. Le coach n'est pas quelqu'un qui vient avec une baguette magique pour tout changer dans votre vie. Voilà, le coach est un être humain qui a reçu des compétences, qui a reçu des outils, qui a développé aussi des outils par devers son expérience, par devers le fait d'avoir travaillé là-dessus et qui vient en fait vous le donner pour que vous, à votre tour, vous puissiez sortir quelque chose de vous parce que l'être humain est rempli de talents et de potentialités. Il faut savoir sortir ses talents. Exactement. Et il faut bien sûr un coach pour nous y conduire. Exactement. Parlons de ce thème que vous avez décidé d'aborder et que les organisateurs peut-être vous ont imposé en fait. Donc comment concilier vie de famille, vie professionnelle, vie sociale? Maman Kandia disait tout à l'heure que ça intéresse forcément tout le monde et ça répond à un besoin. Comment vous expliquez en fait ce thème? Concilier vie de famille, vie professionnelle et vie sociale. On va aller de façon très simple. Nous sommes des êtres humains et nous sommes faits d'énergie. On est d'accord? Oui. Et
l'équilibre mental d'une personne est fonction de cette énergie-là que tu peux dégager, que tu peux produire. Et que ce soit le domaine social, le domaine familial, le domaine personnel ou professionnel, ce sont les domaines clés qui impactent sur l'énergie de l'être humain, qui conduisent la vie de l'être humain. L'être humain n'est pas en dehors de ces domaines, de ces sphères de vie-là. Donc, si votre énergie n'est pas positive, n'est pas bonne, que vous vouliez avoir de l'argent, que vous vouliez avoir de la bonne santé, que vous vouliez avoir des amis, que vous vouliez attirer de bonnes personnes vers vous, que vous vouliez être une personne épanouie, une personne libre, une personne bien, une personne zen, comme on le dit, c'est pratiquement impossible. Pratiquement impossible. D'où le besoin d'équilibrer ces domaines-là. Mais le souci, c'est quoi? En voulant équilibrer et en n'ayant pas les outils qu'il faut, on tombe dans un stress, on tombe dans une dépression, on tombe dans une charge mentale. Parce qu'on a l'impression qu'on ne vaut plus rien, on a l'impression qu'on a tout essayé, on a l'impression qu'on n'a pas de compétences, on n'a pas de valeur. Et plutôt que d'aller gros, on est en train d'aller down, en fait. Donc l'objectif vraiment de cette activité-là, c'est pas venir parler, faire une conférence, parce que voilà, il y aura des personnes plus, je vais dire quoi, plus informées que moi là-bas. Il y aura des personnes qui ont beaucoup d'expérience aussi. C'est pas à moi de venir tergiverser et verser sur le sujet. L'objectif, c'est de vraiment venir donner un outil clé que chacun de nous pourra utiliser all the times pour pouvoir avancer en fait dans sa vie. Tout le temps en fait. Voilà, parce que souvent les gens portent des masques. On a beau avoir de l'argent, on a beau avoir des postes assez élevés, on a beau montrer que tout va bien, on a toujours quelque chose en nous qu'on a besoin de travailler. Même entre coach, on le dit, on fait souvent des séances de coaching entre coachs. Parce qu'il y a souvent des moments qu'on traverse dans la vie où on a toujours besoin d'un booster, on a toujours besoin d'un nouvel outil pour nous permettre d'avancer. Et c'est ça vraiment l'objectif de cette formation, c'est de donner un outil clé. Un outil qui va permettre à toute personne de pouvoir travailler avec cet outil-là et de pouvoir arriver à trouver quelles sont ses valeurs clés, quels sont ses domaines clés, quels sont ses objectifs et de pouvoir concilier en fait ces aspects de sa vie-là pour pouvoir être épanoui, pour ne plus faire semblant dans la vie, pour ne plus porter de masque en fait. Oui, vous avez parlé tantôt de l'épanouissement, je vous prends au mot. Oui. Qu'est-ce qu'on gagne en réussissant justement à concilier? C'est vrai qu'on ne va pas donner les outils ici parce que c'est une formation, donc vous devrez aller suivre. Et vous êtes même invité. Oui, oui. Donc on sera là. On vous attend. Maintenant, qu'est-ce qu'on gagne en fait comme plus si on arrive à réussir le fait de concilier en fait ces entités-là? Mais tout, mais tout. On gagne le sourire, on gagne la jeunesse, on gagne la liberté. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde où il y a beaucoup de messages subliminaux, de messages subtils qui font qu'on est comme hypnotisé. On est comme des personnes qui n'ont plus... Comme si on vivait en fait par procuration. C'est comme si notre cerveau, il ne fonctionne plus pour nous, mais il fonctionne pour d'autres personnes. On a peur du regard des autres, on a des problèmes de confiance, des problèmes d'estime, on a la charge mentale. Vous voyez par exemple des mamans qui, parce qu'elles n'arrivent pas à cuisiner régulièrement à la maison, elles s'en veulent, qui parce que leurs enfants ont fait des petits bobos, elles ont l'impression qu'elles n'ont pas été une bonne maman, elles n'ont pas bien éduqué. Vous voyez des papas qui parce qu'il y a eu un divorce ou bien parce qu'ils n'ont pas pu ramener quelque chose à la maison, ils se sentent mal, ils sont gênés d'aller au milieu des gens. Tout ça, c'est quoi? C'est le fait de ne pas pouvoir se connaître, de ne pas pouvoir s'accepter, de ne pas comprendre pourquoi on est sur Terre, notre existence. Ça fait qu'on développe une énergie qui vient nous polluer et qui nous amène vraiment à tomber dans une dépression, dans une charge mentale, dans un stress. On a les cancers, les diabètes, toutes ces maladies que nous vivons quotidiennement sont des signaux en fait de notre corps pour nous dire que mentalement, émotionnellement, énergétiquement, on n'est pas bien. Et avoir cet outil-là vraiment, ça va faire beaucoup de choses. Déjà, même le fait de se connaître, ça te permet d'être zen, de ne pas être là à regarder gauche-droite, à se demander est-ce que j'avance, est-ce que je recule, est-ce que je suis dans mon temps, est-ce que pourquoi je n'arrive pas à faire ça, pourquoi je ne suis pas ci, pourquoi je ne suis pas riche, pourquoi je ne suis pas pauvre, pourquoi je suis malade. Voilà, ça va régler plein de choses. Alors, Maman Kandia, qu'est-ce que vous promettez justement à ceux qui vont décider de participer à cette formation? Alors, coach
tellement parlé. Oui. Eh bien, c'est pas pour rien qu'on l'a choisi pour venir nous accompagner dans ce projet. Et je vais revenir sur ce qu'on aime dire en Afrique. Oui. Se connaître nous évite beaucoup de choses. Se connaître nous permet d'aller de l'avant à notre rythme. Et lorsqu'on se connaît dans sa vie, lorsque tu te connais, tu arrives à faire de belles et de grandes choses. Pour toi-même, d'abord, avant de le faire pour les autres. Et comme le dit au niveau du lionisme, on ne peut pas aller quelque part si on ne commence pas par faire quelque chose pour autrui. Ça, c'est le père fondateur du lionisme qui l'a dit, Melvin John, je prends ces mots. Tout ça pour dire que aujourd'hui, on pense qu'on est accompli. On pense qu'on a atteint un certain summum parce qu'on a fait de grandes études, ou bien parce qu'on a de grandes expériences liées à la vie pratique. On oublie, on s'oublie, on s'auto-oublie sans faire exprès. Et c'est le fait de s'auto-oublier, d'être tout le temps au front pour les autres, pour la famille, à courir, pour impressionner les gens, pour impressionner son environnement. On s'oublie totalement et ça devient un chaos complet. Alors, les dépressions s'en suivent, les irritations s'en suivent, on devient toxique, comme lorsque on est dans une situation où les gens sont en crise, ils sont en détresse, ils ont besoin de soins, ils ont besoin d'accompagnement au niveau médical, alimentaire, de structure. Ce besoin, il n'est pas palpable. C'est l'entretien avec les uns et les autres. C'est la manière dont on est en train de partir tellement vite, tout va vite. Il faut à un moment donné faire un break et puis se dire la vérité. Cette vérité, c'est quoi? Je m'oublie, je fonce et à la fin de la journée, je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas heureux. Il y a quelque chose qui manque. J'ai tout l'argent, je dors bien et je dors dans une belle maison, mais je ne dors pas. Il y a quelque chose qui manque. Et ce quelque chose, tu ne sais pas. Comment tu veux le savoir? Il faut venir à la formation pour le découvrir. Pour que, comme elle a si bien dit, ce n'est pas apprendre quelque chose à quelqu'un, non. C'est de permettre à tout un chacun de détecter son mal, là où ça fait mal à l'intérieur de lui-même, et de regarder parmi les outils qui seront donnés, les outils qui te sied à ta situation, de les utiliser. On est en plein début d'année, on est en février, c'est le bon moment de pouvoir s'organiser et puis faire un calendrier, un planning pour son année 2024. Celui qui s'organise, c'est sûr qu'il va aller plus loin que de se lancer comme ça dans l'année et puis ça va être compliqué après. Donc j'invite vraiment les gens avec beaucoup d'humilité, à vraiment venir prendre part à cette séance de formation. C'est trop dit, ça dit que c'est un partage, c'est une causerie, c'est des débats avec une conférencière coach renommée, avec sa binôme qui est Madiara Touré. Et ça sera un partage d'énergie vraiment positive qui va nous permettre de nous recharger en ce plein février et pouvoir affronter notre année 2024 de la plus belle des manières. On reviendra aux conditions tout à l'heure. Coach Zeni, on a parlé du social tout à l'heure. Souvent, ce n'est pas facile. Moi, honnêtement, il m'arrive de vouloir abandonner le social les week-ends parce que tu n'as que les week-ends. Tu travailles toute la semaine, tu n'as que les week-ends et les week-ends, tu veux être avec ta famille. Et le social peut te prendre en fait tout le week-end. Il suffit juste d'aller à un mariage musulman le samedi. Il y a la sortie de la mariée le dimanche et c'est fini en fait. Est-ce qu'il faut vraiment couper? Parce qu'il y a des gens qui arrivent à le faire ou à décider de couper carrément en fait. C'est s'il faut couper ou concilier comme le thème. C'est pourquoi il faut venir Je pensais que j'allais la voir. Parce que l'objectif, si vous vous connaissez vraiment, si vous savez qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous saurez comment est-ce que vous mettez les petits plats dans les grands plats pour ne pas détériorer votre intérieur au profit de ceux des autres. Il y a des personnes qui sont nées pour le social. Il y a des personnes qui sont nées pour ne pas pouvoir gérer beaucoup le social. Il y a des personnes qui ne sont pas nées pour le social, mais que chacun puisse accepter, que chacun puisse s'aimer tel qu'il est, et chacun puisse attirer des personnes qui vont venir montrer que ce que tu es, c'est ce que tu es et que nous t'acceptons de la façon dont tu es. Donc l'objectif vraiment avec cette activité, c'est de permettre à tout un chacun de se déculpabiliser de tout ce qui est poids,
de ne pas se sentir mal parce que je n'ai pas réussi à faire tel ou tel, ou par rapport aux attentes des uns et des autres. On est dans cette vie, c'est pour se challenger par rapport à nous-mêmes. C'est pour faire mieux par rapport à hier. Si aller à une cérémonie aujourd'hui va t'amener à être malade demain, ben, il faut apprendre à faire un choix et à pouvoir assumer ce qui se passe derrière. Si aller à une cérémonie aujourd'hui va t'amener des histoires dans ton couple ou va te permettre de ne pas être productif au boulot le lendemain, il faut avoir des objectifs que tu te fixes. Il faut avoir une vision de ta vie. Et tout ça, on va en parler lors de la formation. Forcément, je ne vais pas donner tous les détails ici, forcément. Il ne faut pas. Et voilà, on comprend. On va venir à la formation pour pouvoir avoir les clés. Voilà. Là, ça sera vraiment des clés qu'elle va donner pour nous permettre de vivre mieux. Oui. Et il me semble que, est-ce que ce n'est pas un thème qui va plus intéresser les femmes que les hommes? C'est ce qu'on pense en fait. C'est ce qu'on pense parce que voilà, la femme généralement, selon les statistiques, est celle qui vit au plus la charge mentale. C'est sur elle que repose beaucoup plus. Mais si vous prenez le temps d'observer, vous voyez qu'on est tout le temps en train de former la femme, tout le temps en train d'éduquer la femme, tout le temps en train d'outiller la femme. Pendant que l'homme, il est toujours à son point d'origine. C'est un autre écart d'un autre type que nous sommes en train de creuser. Donc, si un homme arrive à participer à l'activité, il arrive à avoir des outils non seulement pour lui, mais aussi pour accompagner sa femme, sans que ça ne passe par une pression, par juste une prise de conscience, parce que souvent on a des croyances qui nous limitent, on a des paradigmes qui nous limitent. Ce n'est pas parce que l'homme ne veut pas faire d'efforts, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas s'intéresser à la vie de famille, mais c'est quelque chose qu'il a en lui. Donc, on ne peut donner que ce que l'on a. Donc, j'invite vraiment les hommes à participer. Faites l'effort, laissez les petites bières par-ci, par-ça, par-là. C'est vrai qu'il y a le match après, mais nous allons tout faire pour finir avant le match, pour que chacun puisse retourner. Je pense que le meilleur investissement que l'on puisse faire, c'est en nous. Et aller à une activité, aller à quelque chose qui peut nous apporter, même si c'est qu'une aiguille que cela peut nous apporter, c'est quelque chose qui peut nous servir demain. On ne sait pas d'où viennent les skills qui vont nous permettre de pouvoir impacter quelqu'un, pouvoir impacter autrui demain. Donc voilà, c'est pas cher donné. Donc j'invite tout le monde à Elle va donner participer. les conditions tout à l'heure parce que Michel, qui nous reste 1 minute, Maman Kandia, la formation, C'est vite passé. Oui, ça C'est s'est vite vite passé. passé. Comment concilier vie de famille, vie professionnelle et vie sociale va se dérouler où, de quelle heure à quelle heure et les conditions bien sûr. Alors, la formation, comment concilier vie familiale, professionnelle et sociale va se dérouler le samedi, ce samedi 10 février. Et à partir de 15 h à la résidence hôtelière Pekarou, vous avez le visuel, vous pourrez le mettre certainement pour on a l'affiche aux spectateurs de mieux voir. Et la modeste contribution que l'on demande pour accompagner cette formation d'intérêt principal pour tous, que ce soit les hommes et les femmes, est de 10 000 francs pour ceux qui seront présents dans la salle et de 5 000 francs pour ceux qui voudront suivre en ligne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuse pour ne pas participer à cette formation. Il y a l'option en ligne et il y a l'option être présent dans la salle. Et ça sera la même formation qui sera donnée tant aux personnes qui seront physiquement là que les personnes qui seront avec nous en ligne. Mais comme elle a si bien dit, que ce soit les hommes et les femmes, c'est très important pour tous de pouvoir venir à cette formation, de s'approprier quelques outils qui vont te permettre de t'identifier, d'apprendre à te découvrir et d'être une meilleure personne que pour toi et pour ta communauté. Donc je profite également de votre antenne à inviter mes très chères aînées, tantes et mamans et petites sœurs de ne pas hésiter à se rapprocher du Lions Club pour éventuellement mieux découvrir l'association, comment l'intégrer et pour pouvoir rejoindre une communauté vraiment familiale et chaleureuse qui, au-delà de donner le don de soi, nous également nous recevons à travers des formations en leadership, en management et bien d'autres selon tes centres d'intérêt. Ça dit que c'est vraiment un réseau de bénévolat et du don du soi. Et selon ton programme, ta disponibilité, tu t'organises
et tu vis ton léonisme de façon aisée et pleinement. Et donc, comme on le sait, au niveau de Lions Club, l'épanouissement d'autrui est tellement important parce que tu es bien, que tu peux aider quelqu'un. C'est parce que tu en as que tu donnes. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, pour nous permettre d'avoir tout le temps cette force, ces zones positives et de pouvoir donner aux autres. Voilà ce genre de formation. Il faut participer. Vous êtes invité. Est-ce qu'il faut s'inscrire avant? Oui, il faut s'inscrire avant. Et les différents numéros pour les inscriptions, vous aviez le 76 69 95 07. Les deux autres numéros, je ne les ai pas par cœur. Sur l'affiche, ça va. On va revenir sur l'affiche. Donc, vous payez par Orange Money ou vous pouvez vous rendre au siège du Lions Club qui se trouve au 1200 et pas loin de l'université Aube Nouvelle. Et vous pouvez aller prendre vos tickets là-bas et vous êtes vraiment invités. Tout le monde peut participer, tout le monde doit participer. Et je suis sûre qu'il y a un cœur lion au fond de chacun parce que nous sommes tous là à aider nos communautés d'une manière ou d'une autre. Merci bien, Maman Kandia. C'est fini. Merci, Coach Zélie. Merci à vous. On vous souhaite une excellente journée à toutes les deux et on se retrouvera, Inch'Allah, le samedi prochain pour la formation sur le thème comment concilier vie de famille, vie professionnelle et vie sociale. On s'arrête ici pour l'entretien du jour. Nous marquons une petite pause. Juste après, on retrouve Serge Youssef Ouidrago. Déjà pour moi, les jardins scolaires sont très importants. Car dès le bas âge, ils apprennent à l'enfant l'amour de la nature, comment protéger la nature. Et au-delà de cette protection de la nature-là, les jardins scolaires permettent à l'enfant d'avoir en tête comment avoir une alimentation saine. Et cette expérience pratique-là permet à l'enfant d'être déjà en contact avec la nature dès le bas âge, qui, si l'amour est passé, cet enfant-là sera dans le futur un grand protecteur de l'environnement. Et qui dit protection de l'environnement dit protection de la vie. Qui dit apprentissage dans la protection de l'environnement dit apprentissage dans l'amusement. Et plus on apprend dans l'amusement, plus ça reste sur un bon moment. Bon, franchement, avec moi, c'est bon. Parce que si les enfants font ça, ils sont avec métier. C'est bon. Moi, je veux voir continuer ça même. Ça, c'est bon. Ils donnent beaucoup d'expérience. Voilà. Donc, ils ne sont pas pour créer des métiers maintenant. Ils gagnent des métiers là-bas pour sortir dehors maintenant, pour créer entreprise maintenant. Si quelqu'un peut faire quelque chose, comme jardinage, là, c'est bon. Il peut sortir des tomates, il peut sortir des choses beaucoup dedans. Et puis ça donne l'argent. Il y a une importance, bien sûr. Et pourquoi? Parce que tous les élèves ne sont pas appelés à réussir sur le plan scolaire. Et vu les plantes qu'ils font déjà autour de l'école, ça peut les apporter plein d'intelligence. Ça peut cultiver l'intelligence au sein des élèves. Vu ceux qui ne vont pas aller loin dans les études, ils peuvent aussi connaître quelque chose pour faire, pour leur propre avenir. Et les plantes aussi au sein de l'école aussi, je me dis que c'est bien parce que ça dégage l'oxygène en fait quand on respire. Donc je me dis en tout cas que c'est bien. En tout cas, le jardin c'est bon. Parce que moi-même j'ai fait. Voilà, avec le bidon, avec le haut lavé là, j'ai fait et puis ça fait, en tout cas ça vient un peu, voilà. En tout cas c'est bien. En tout cas si c'est le bon là, en tout cas c'est bon. Parce que moi-même j'ai fait, en tout cas c'est bon. J'ai fait les tomates, il n'y a pas tout. Les jardins scolaires sont importants en ce sens où ils facilitent l'éveil des enfants. C'est-à-dire l'enfant en grandissant apprend à faire quelque chose de ses mains. Et quand il devient grand, ça lui fait déjà une compétence. En plus de ça, ça le rend autonome. Parce qu'il apprend à se débrouiller seul, à s'occuper de ses plantes tout seul. Merci bien Navou pour vos avis sur le sujet concernant donc les jardins scolaires. Merci à Madinatou aussi pour ce micro-trottoir. Pour la suite de cette émission, naturellement on revient sur le thème de la chronique sur la société. On parle aujourd'hui du rôle des jardins scolaires dans le processus d'enseignement et d'apprentissage. Avec Youssef, bien sûr. Bonjour Youssef. Bonjour Zeta. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Donc c'est important, hein? Les jardins permettent aux enfants d'apprendre. Oui. Déjà, qu'est-ce qu'un jardin scolaire? Parce que nous, on n'a pas connu ça. Ah bon? Non. Vous n'avez pas connu ça?
Ok. Pourtant, vous êtes plus jeune, vous devez connaître ça. Bien sûr. Ouais. Comment ça? C'est comme on est jeune là qu'on n'a pas connu. Ah bon? Okay, qu'est-ce qu'un jardin scolaire? Quand on parle de jardin scolaire, il faut dire ici que ce sont des aménagements au sein des écoles. Voilà, qu'on essaie de faire pour produire des fruits et des légumes et d'autres plantes utiles pour les leçons et pour aussi le besoin des enfants pour améliorer les cantines scolaires. Donc il s'agit aussi des jardins que l'on voit à côté des barrages. Vous partez au barrage de Bourmigou, voilà, il y a des jardins là-bas. À Tangin aussi, il y a des jardins. Et on produit des tomates, des choux, des carottes, des concombres, des aubergines, etc. Donc c'est cette image-là qui est représentée dans les différentes écoles-là pour amener l'enfant à apprendre comment produire dès la base. Et comment produire dès la base. Et ça permet aussi à l'enfant de pouvoir aussi mettre en pratique les leçons qu'on fait en classe avec le maître. Si on étudie la plante, on va au jardin et la plante là-bas. C'est concret. Donc c'est un terrain qu'on aménage pour pouvoir produire certains trucs. Et quels sont les rôles que jouent en fait ces jardins scolaires-là? Il y a plusieurs sortes de rôles. Comme on parle d'école, déjà il y a la pédagogie qui est là. Donc quand on va sur le plan pédagogique là, les jardins scolaires permettent à l'enseignant de mettre en pratique ce qu'ils enseignent. On a toujours dit que l'école, l'enseignement c'est le concret. Quand on vous dit voilà le bic, on doit montrer le bic à l'élève. Quand on dit voilà un pied de goyavier, on doit aller au jardin, l'enfant va voir un pied de goyavier. On ne doit pas enseigner dans l'abstrait. Donc ça c'est pédagogiquement, c'est à travers ça, les enfants voient concrètement ce qu'on les a appris en classe. Donc l'enfant observe directement. Voilà. Donc quand on parle sur le plan social et humain, ça permet aux enfants de se mettre en contact avec la nature. Et ça favorise l'apprentissage. Et là, si l'enfant retourne à la maison, les plans que vous avez fait aussi à la maison, l'enfant va prendre soin de ces plantes-là. Et ça permet à l'enfant aussi d'avoir une vision plus tard, s'il veut être un agro-businessman. Aujourd'hui, on prend l'endogène. Aujourd'hui, on dit de cultiver, on dit de planter le blé, le riz. Donc, la tomate, tout ça, ça permet à l'enfant d'avoir l'amour du travail de la terre. Il ne faut pas dire que je suis à l'école, je ne dois pas cultiver, je ne dois pas travailler. Donc ça, sur le plan social, ça permet. Au niveau choses économiques aussi, ça permet aux enfants de vendre. Quand les enfants font le jardin scolaire, il y a la chou, les tomates, la salade, il y a que les acheteurs viennent acheter et les enfants aussi auront de l'argent pour mettre dans la caisse de l'école et cet argent peut les aider à payer les ballons, les petits trucs et encore le fait de planter la tomate et les aubergines là, ça permet aux enfants de renforcer la cantine scolaire. Parce qu'on prépare à l'école. Au lieu d'aller acheter chez le commerçant, les enfants en aillent directement au jardin et ils améliorent les cantines scolaires. D'accord. Alors, ça veut dire que sur le plan socio-économique, on gagne sur le plan social et humain. Ça renforce les liens aussi entre les enfants. Alors, est-ce que tu penses que ces jardins scolaires-là peuvent aussi contribuer ou constituer un tremplin pour l'entrepreneuriat agricole qu'on prône aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Si aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout de suite, vous n'avez pas connu les jardins scolaires. Non. Voilà, mais c'est que nous avons connu les jardins scolaires et j'étais même responsable d'un jardin scolaire où les enfants, chaque classe passait pour arroser. On avait un programme du CP1 au CM2. Voilà, et on cultivait, on vendait et puis aussi on améliorait la cantine scolaire. Donc si déjà dès l'école primaire, on commence à mettre ça en œuvre, les enfants vont rentrer dans l'esprit entrepreneurial aujourd'hui comme on prône. Ils ne vont pas dire que non, je suis arrivé au lycée, je suis arrivé en terminale, j'ai eu mon bac, avant de commencer. Dès la base, déjà, l'enfant voit déjà qu'on les a montré quelque chose, ils peuvent améliorer plus tard. Donc, ils vont fixer les objectifs pour pouvoir mettre ces objectifs-là en pratique. Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont payé des terrains. Peut-être que si vous avez les moyens, vous allez mettre de l'eau. Le maraîchage-culture, ça marche aujourd'hui. Donc, on fait des vergers, ça marche. Si à l'école, déjà, on vous demande comment planter des plants, une fois devenu un homme, un adulte, vous pouvez dire, ok, c'est vrai que j'ai eu mon diplôme, mais mon objectif, c'est d'aller dans ce sens-là, parce que j'ai appris ça dès l'école primaire, la base. Donc, ça peut aider l'enfant à vraiment progresser dans
dans son entreprise et avoir cette vision qu'on prend aujourd'hui dans la jeunesse. D'accord, c'est bien. Et ça peut donner goût à l'entrepreneuriat agricole aux enfants. Alors Youssef, quelles sont les conditions justement pour disposer d'un jardin scolaire au sein de son école? Et pour disposer d'un jardin scolaire, déjà, il faudrait qu'il y ait un terrain. Voilà, il faudrait qu'il y ait de l'espace. Dans les domaines scolaires, là, il faut de l'espace. Il faut aménager l'espace. Il faut clôturer l'espace. C'est parce qu'il y a des écoles qui sont clôturées, mais si on arrive à clôturer le jardin, ça va éviter que les animaux là, viennent détruire les plants qu'on a. Mais il faut aussi qu'il y ait la mobilisation des élèves. Ah, vraiment? La mobilisation des élèves, ce sont les élèves avec les enseignants qui doivent élaborer et mettre le jardin en pratique. Maintenant, il faut l'accompagnement des partenaires, de certains partenaires, c'est-à-dire que l'AME, les mamans éducatrices là, et les parents d'élèves, et puis aussi les COGES qui gèrent la commune là, voilà, tout cela, s'ils sont réunis ensemble, ils peuvent implanter le jardin scolaire dans chaque établissement. Voilà. On peut commencer à implanter ça au niveau du poste primaire et du secondaire. Même à l'université, on peut le faire. On peut faire des jardins dans les universités. Voilà. La dernière fois, je voyais un reportage où il y a des étudiants qui sont allés prendre un terrain qui essaient d'entreprendre, comme on l'a dit tout de suite là. Voilà, ils font beaucoup de plans et les gens viennent acheter. Donc ça, c'est un esprit. Peut-être que, je peux pas dire, peut-être qu'ils ont appris ça à l'école primaire et ça les a aidés à aller à l'université. Malgré qu'ils sont dans les études, ils ont continué toujours à chercher un terrain et ils font ça. D'accord. Maintenant, est-ce que pour les jardins scolaires, c'est pas plus fréquent en province qu'à Ouaga? Je sais pas. À Ouaga, je sais pas. À Ouaga, il y en a. Il y a quand même des écoles. Moi, je sais que pour les écoles confessionnelles et autres, voilà, très souvent, les séminaires, chez les sœurs et autres, il y a quand même école du jardin. Catholique, école protestante, il y a des jardins scolaires. Il y a certaines écoles publiques aussi où il y a de l'espace. À Ouaga, généralement, l'espace fait défaut, ça fait que les gens n'arrivent pas à s'organiser pour faire les jardins scolaires. Comment on peut justement monter le projet du jardin scolaire, Youssef? Et pour monter un projet pour le jardin scolaire, là, il faut déjà que on écrive un projet. Voilà, lors de la rentrée scolaire, là, on va voir l'APE et on va voir l'AME et les enseignants. Ils vont réfléchir lors de l'Assemblée générale. Nous voulons implanter un jardin scolaire. Ils vont voir quels sont les différents aspects et quels sont ce que nous voulons pour que le jardin scolaire puisse être implanté. En ce moment, on peut désigner un petit comité restreint là. Ils vont réfléchir sur ça maintenant pour voir la faisabilité et maintenant voir qu'est-ce que l'APE et les autres là peuvent apporter pour que ça soit concret en collaboration avec les élèves. Parce que c'est les élèves qu'on veut, voilà, même si les parents vont venir dès le premier moment là, débourser là, ce sont les élèves qui vont faire le travail. Bien sûr. Maintenant, quels sont les potentiels partenaires qui peuvent accompagner lorsqu'on décide de monter un jardin scolaire au sein de son établissement? Et déjà, il faut voir que pour l'organisation, au sein de l'école, il y a l'administration scolaire qui est là. Voilà, et il y a les enseignants. Ce sont les enseignants qui sont à l'école. Voilà, ce ne sont pas les parents qui vont venir pour le travail. Il y a les enseignants et j'ai cité tantôt le bureau des élèves. Dans chaque école, il y a un bureau des élèves. Et quand on va plus loin, il y a même, on veut dire qu'il faut que l'association des parents d'élèves doit forcément être là. Voilà, pour le financement aussi, parce que ce sont des parents d'élèves là qui vont essayer de voir comment ils vont faire. Maintenant, il y a que dans certains établissements, il y a des partenaires comme les ONG là, qui viennent même, qui aménagent le terrain, qui font un forage même pour l'école, pour encourager la pratique du jardin scolaire. Donc si tout cela est réuni là, voilà, donc ça roule. Mais dans certaines écoles, c'est compliqué. Voilà, si l'APE ne vient pas en appui, voilà, ils ne pourront pas passer l'eau fait défaut souvent à certains niveaux. Voilà, si les partenaires, là, s'il y a déjà un forage, là, je pense que c'est plus facile, quoi. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Youssef. À mardi prochain. Si Dieu le veut. Inch'Allah, Dieu le voudra. Amen. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Nous, on se dit à demain mercredi, pour d'autres aventures de cette émission. En attendant, portez-vous bien et surtout ne zappez pas, restez fidèles au programme de Savane TV. Allez, à demain.